Mesurer le niveau actuel de la décentralisation pour mieux orienter les futures actions. La 4e conférence nationale sur le sujet s'est ouverte ce matin. Elle appelle à renforcer la maîtrise d'ouvrage local. Appel à l'intégration entre communautés vivant au Burkina et burkinabé. C'est une première qui voudrait contribuer aux efforts de maintien de climat social apaisé pour tous, au FASO plus unis et plus forte pour combattre le mariage des enfants. Réunis en fédération, des ONG et associations contre le phénomène harmonisent les positions en vue de parvenir à une convention nationale de lutte. Et puis, son talent est reconnu hors des frontières du Burkina. L'artiste musicien Greg a été sacré meilleur espoir masculin en Afrique. C'est le festival Poro Awards tenu à Abidjan qui a décerné le trophée. La main sur le cœur, l'artiste remercie ses mélomanes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Les travaux donc de la 4e conférence nationale de la décentralisation se sont ouverts ce matin à Ouagadougou, baromètre du niveau de la décentralisation au Burkina. La conférence invite cette année à la réflexion autour de la problématique du renforcement de la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage locale et cela pour plus d'efficacité dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales et sur la cérémonie officielle sous la présidence du Premier ministre, le point de Abdel Aziz Yagibou. Tous debout, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation veulent donner un coup de pouce au processus en marche depuis les années 90 au Burkina. Après plusieurs années d'expérimentation, le compteur affiche des indicateurs certes satisfaisants, mais pour plus de résultats les années à venir, des goulots d'étranglement restent à lever. Si l'on fait un recul en 1991 et qu'on voit le Burkina Faso aujourd'hui, le processus de décentralisation a énormément apporté, même s'il reste beaucoup à faire. Donc nous sommes les acteurs du moment et c'est à nous de savoir jouer notre partition et pour que d'ici une décennie au plus tard, nous puissions changer le visage du Burkina. Les collectivités territoriales éprouvent des difficultés à exécuter techniquement les programmes et projets communaux et régionaux de développement. Une préoccupation majeure que la 4e conférence nationale de la décentralisation CONAD se propose d'examiner. Il s'agit pour les acteurs de se mettre ensemble pour voir quelle est la partition de chacun. Nous allons jouer la nôtre en renforçant les capacités des communes et des régions en termes de ressources humaines. C'est d'ailleurs pour cela que nous allons bientôt mettre en place les agences régionales de développement. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects financiers, d'autres acteurs vont s'en occuper et c'est en synergie d'action que nous allons lever ces boulots de travail. Mettant à contribution les acteurs et départements ministériels concernés, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, la 4e CONAD va analyser toutes les dimensions de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. L'enjeu étant d'identifier les vraies contraintes et d'envisager des actions adéquates. On a beaucoup fait des progrès, que ce soit dans la mise en place de nos communes, que ce soit dans le transfert de compétences ou de transfert de ressources, un effort important a été fait. Cependant, nous constatons que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les communes n'ont pas toujours toutes les compétences qu'il faut pour absorber les ressources qui sont mises à leur disposition. Il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'argent vraiment en faveur donc, des communes. Maintenant, il faut que ces communes sachent s'organiser, il faut que ces communes sachent monter des projets, que ces communes maîtrisent toutes les procédures de passation des marchés pour pouvoir capter toutes ces ressources qui sont mises à leur disposition pour aller encore plus de l'avant. De cette instance, les acteurs à la base et services compétents attendent d'importantes décisions et recommandations pour mieux orienter et renforcer leur capacité de gestion de leur collectivité. Nous avons des soucis de capacité pour pouvoir conduire les projets de la conception en passant par la mise en œuvre jusqu'au suivi. Donc nous croyons que c'est une tribune pour nous, c'est une occasion pour nous d'interpeller le gouvernement pour que ces questions puissent être en tout cas discutées. En marge des travaux, un hall d'exposition a été dressé. Ici, l'on peut s'enquérir des enjeux des interventions des projets et programmes de la décentralisation ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le processus.
Et puis la décentralisation vue sous l'angle strict de l'électrification. Une cinquantaine de localités du Burkina devraient bénéficier bientôt d'une amélioration de l'accès à l'électricité et la sécurisation de l'approvisionnement. Le projet de loi y relatif a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Il porte autorisation de ratification de l'accord de crédit conclu entre le Burkina et l'Association internationale de développement IDA, Anatole Nakoulma et Sougrinoma Ibrahim Gigma. Le ministre des Mines et de l'Énergie peut recevoir avec déférence les félicitations des honorables députés. Le dossier qu'il est venu défendre devant la représentation nationale est passé comme une lettre à la poste. À l'unanimité des 98 votants du jour, l'Assemblée nationale autorise la ratification d'un accord de crédit entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement, IDA, pour le financement du projet d'appui au secteur de l'électricité, PACEL. Un projet structuré en 3 volets. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités de production à Fada et à Wayubia, de 7,5 MW chacune de ces installations-là. Le deuxième volet concerne donc l'alimentation de 51 localités. Et le troisième volet, c'est la maîtrise de l'énergie. Le PACEL vise par ailleurs l'amélioration de l'accès à l'électricité, la meilleure utilisation de l'énergie électrique et le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Salif Lamoussa Kaboré peut d'ores et déjà faire ses calculs car derrière cet accord de crédit, il y a un enjeu de taille. Le Burkina Faso est en effet partie prenante de l'engagement des pays de la sous-région à atteindre 60% d'électrification nationale à l'horizon 2015, alors que le pays, pris individuellement, n'en est d'abord qu'autour de 12%. Et c'est précisément là que les députés attendent le ministre en charge de l'énergie à l'expiration de l'échéance dans 24 mois pour bilan et contrôle. Appel à l'intégration entre communautés vivant au Burkina et burkinabés. C'est une première qui voudrait contribuer aux efforts de maintien du climat social apaisé pour tous. Au Faso, c'est la coordination des communautés en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères qui porte l'initiative. Enjeux politiques et économiques, voilà pour la thématique du forum. Plus de précisions dans ce reportage de Bouma Ernest Nébier. Ce forum national d'intégration, jadis appelé Journée des communautés, se veut une tribune de rencontre, de solidarité et d'échanges culturels entre les communautés vivant au Burkina Faso. Les gens comprennent mal quand on dit Journée des communautés. Les gens pensent que c'est uniquement pour les communautés non burkinabés. Alors on a voulu que ça soit désormais une implication, une affaire de toutes les couches vivant au Burkina Faso. Facteur de cohésion sociale et de paix, ce forum, selon ses organisateurs, permettra à tous les étrangers qui ont choisi de vivre au pays des hommes intègres d'apporter leur contribution à la vie de la nation burkinabé. Le premier responsable en charge des affaires étrangères qui a apprécié positivement l'initiative a salué la solidarité entre les communautés étrangères vivant au Burkina. Frères et sœurs qui vivaient au Burkina Faso, j'apprécie hautement cet esprit de solidarité qui vous anime et que vous partagez avec vos frères et sœurs du Burkina Faso. Nous nous devons de faire de votre intégration ici au Burkina un modèle pour l'UEMOA et la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture a aussi servi de cadre pour la remise de décrets de naturalisation à 31 personnes qui ont choisi de devenir burkinabés. Depuis que je suis là, Burkina, c'est un pays qui est très bon. On n'a pas eu de problème. Et puis on voit que les gens ici ne font pas de différence entre étrangers et burkinabés. Je suis un Malien, actuellement je suis devenu burkinabé. Donc c'est une grande satisfaction pour moi et une grande joie de recevoir cette naturalisation. Plusieurs activités sont au programme de ce forum qui prend fin le 16 novembre.
Il s'agit entre autres de la foire d'exposition des produits locaux des communautés étrangères et burkinabés, d'une dégustation de mets traditionnels et d'une nuit dénommée la Grande Nuit de l'intégration à la Maison du Peuple. Voilà, une intégration réussie et c'est le moins que l'on puisse dire. Rideau sur la célébration des 40 ans de la Banque ouest-africaine de développement. Les travaux du forum entrant dans le cadre des activités commémoratives ont vu la participation d'experts de haut niveau sur des thématiques d'actualité. Des conclusions, l'on retient que notre région a des atouts pour évoluer vers l'émergence. La charge maintenant aux institutions financières d'opérer les réformes nécessaires pour mobiliser les ressources. Le point de nos envoyés spéciaux à Lomé, Sina Ouattara et Drissa Seri. Des interventions qui ont marqué la commémoration des 40 ans de la BOAD, il ressort que cette expérience qui a été lancée il y a 40 ans s'avère aujourd'hui un succès. Elle donne raison aux pères fondateurs dont la vision était de mettre à côté de la BCEAO un instrument de financement du développement, surtout de réduction des disparités de développement et de réalisation de l'intégration économique. En 40 ans, la BOAD a participé au financement des activités productrices, à la réalisation d'infrastructures dans les différents pays membres, mais surtout au financement de projets intégrateurs et innovants. Le défi qui se pose à l'institution communautaire aujourd'hui, c'est de maîtriser les problématiques de la disponibilité et de la qualité des ressources qu'elle doit mobiliser à taux concessionnel. À cet effet, elle pourra compter sur un personnel motivé et engagé. Les agents, le personnel, les ressources humaines mises en place 40 ans durant par le management successif de la banque est une garantie de ce qu'ils auront l'intelligence de rechercher le meilleur moyen, les financements innovants qui puissent permettre donc de s'attaquer aux défis nouveaux. Tout en prenant bonne note, la BOAD s'engage à donner suite aux recommandations formulées par le Forum. Notre vision dispose de maintes atouts pour cheminer résolument vers l'émergence économique. Comme cela a été également suggéré, la résolution des problèmes de financement de nos économies engage la responsabilité de chacun et de tous. C'est dire que les gouvernements, les institutions communautaires, le secteur privé et la société civile doivent, suivant une démarche concertée, entreprendre des diligences et réformes nécessaires au renforcement de la gouvernance économique et financière de nos États. La banque a été sollicitée à poursuivre la réflexion pour apporter des réponses aux préoccupations des États que sont la pauvreté de masse dans les villes et les campagnes, l'insécurité alimentaire et l'accès à l'eau. Terre fertile, bassin de rétention et intelligence des ressources humaines, la région dispose d'éléments pour transformer son espace. C'est vers cet objectif que la BOAD doit tourner son regard pour les 40 prochaines années. Deuxième session ordinaire de l'année pour le département en charge de l'industrie et du commerce. Dernière rencontre majeure de l'année, elle a fait le bilan des actions écoulées et aussi envisagé les perspectives sur la période 2014-2016. Le plan d'action y relatif devrait coller à l'esprit de la stratégie de croissance et de développement accéléré. Le compte-rendu de la session est signé de Maxime Zongo. On parle de microfinance, on essaie de parler de microfinance, donc le n'est pas au mieux de sa forme. Le boom de ces dernières années cache mal les imperfections qui minent encore le milieu, un fait qui incite les services du Trésor public à renforcer le système de surveillance et de contrôle. Désormais, les attentes sont à un dispositif institutionnel dit de surveillance basé sur le risque. Plus de précision dans ce reportage de Oswald Gaëtan Segueda. Visiter le plan d'action triennal pour le conformer avec les outils de planification préconisés par la SCAD, voilà tout l'enjeu de ce deuxième rendez-vous majeur de l'année des cadres du ministère. Au cours de cette session, les participants vont examiner à fond le projet de plan d'action 2014-2016 dans sa programmation physique, financière ainsi que les activités prioritaires des structures centrales et déconcentrées.
c'était d'abord de demander aux différents chefs de programme de pouvoir nous situer davantage sur les actions prioritaires, mais aussi de pouvoir nous montrer la cohérence de ce document avec la SCAD aujourd'hui, mais nous permettre aussi d'avoir un outil de pilotage pour que nous soyons suffisamment en cohérence avec ce document de politique qui est la SCAD, mais aussi, comme je l'ai dit, avec le budget programme de l'État. Au terme de ce CACEM, il est attendu un instrument d'opérationnalisation en phase avec les défis du moment. Objectif, permettre au département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de contribuer à la réalisation des attentes du gouvernement en matière d'émergence et de développement. Voilà, vous l'aurez corrigé, la deuxième session ordinaire du ministère en charge de l'industrie est finalement arrivée. C'est un reportage de Maxime Zongo, comme vous l'avez suivi. Et puis donc, le secteur de la microfinance qui n'est pas au mieux de sa forme. Le boom de ces dernières années cache mal les imperfections qui minent encore le milieu. Un fait qui incite les services du Trésor public à renforcer le système de surveillance et de contrôle. Désormais donc, les attentes sont à un dispositif institutionnel dit de surveillance basé sur le risque. Plus de précision dans ce reportage que nous propose Oswald Gaëtan Segueda. La microfinance se définit comme la collecte de l'épargne et l'octroi de crédit à des populations démunies qui n'ont pas accès aux banques. Mais depuis un certain temps, la prolifération des structures de microfinance inquiète les services du Trésor public qui ont décidé d'accentuer la surveillance et le contrôle de ce secteur. L'objectif vraiment c'était pour nous de voir dans quelle mesure on peut mieux assainir le secteur, surtout déjà avec les structures en difficulté que nous connaissons, voir la possibilité d'obtenir un fonds pour vraiment mieux accompagner les structures en difficulté, pour mieux redresser et mieux protéger l'épargne des déposants. Pour y arriver, la 16e conférence des services du Trésor public a recommandé la mise en place d'un fonds d'intervention pour la prise en charge du volet financier des opérations de redressement et de liquidation. Elle a également recommandé la fermeture pure et simple des structures illégales et la création d'une structure de concertation pour la mise en œuvre des mesures d'assainissement. Et cela en appliquant entièrement le cadre juridique qui régit le secteur de la microfinance. Et puis la page agriculture à présent, le comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest tient sa 6e rencontre annuelle, rendez-vous de prospective. L'instance devrait aussi examiner les conclusions des échanges de rencontres passées, les précisions sur le sujet avec Ernest Kambiri. Autour de cette table, les experts et les membres du comité régional de pilotage du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO s'informent sur la performance des pays membres et du CORAF à la mise en œuvre du projet durant l'année 2013. Ici, le comité va examiner les conclusions issues des échanges, des ateliers, des missions de supervision et de revue à mi-parcours conduites dans les 13 pays membres. Pour 2014, le plan de travail et le budget du CORAF sont appelés à être validés et des décisions seront prises. On va demander aux gens qui donnent l'orientation au WAP, parce que c'est les membres de ce comité qui donnent l'orientation. Donc ils vont examiner tous les travaux, toutes les recommandations qui sont sorties du travail technique. Eux-mêmes, ils vont discuter, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est bien, et puis ils vont valider. Il s'agira donc à ce rendez-vous annuel et de prospective du projet d'approfondir les contraintes et les pistes de solutions dans la mise en œuvre ici du programme. Mais avant, la Banque mondiale, bras technique et financier du PPAO, à travers sa représentante résidente au Burkina Faso, a souhaité qu'en plus de l'agenda soumis au comité, des réflexions soient menées autour de la promotion de la participation du secteur privé aux activités du projet. C'est nécessaire qu'en plus des efforts fournis par le secteur public, il faut le secteur privé pour accompagner les chercheurs, pour accompagner les producteurs, pour atteindre les objectifs de productivité en Afrique qui va aider à réduire la pauvreté et qui va booster la prospérité de tous les Africains. Nous attendons beaucoup des travaux de ce comité de pilotage pour renforcer ce qui doit l'être et corriger les insuffisances pour améliorer la productivité agricole et l'offre alimentaire pour renforcer la sécurité alimentaire dans notre espace. Outil important aux mains des gouvernements, des 13 pays membres et des acteurs des filières agro-silvopastorales ciblées, le PPAO se veut surtout un programme tourné vers l'accélération des objectifs de développement
à travers l'augmentation de la productivité et de la production agricole. Il y a des réformes en vue pour le programme national du secteur rural. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité des investissements sur le secteur. La rencontre devrait aussi proposer le dispositif de suivi et de coordination de la mise en œuvre des actions envisagées dans le cadre de la réforme. Ismaël Diloma Sirima et Estelle Judith Assogba. Afin de rendre le secteur rural plus dynamique et porteur, les représentants des ministères en charge du secteur rural ainsi que les représentants des collectivités territoriales du secteur privé sont réunis pour élaborer des mesures de réforme pour la période 2014-2020. Les points à l'ordre du jour concernent l'accès au crédit et aux équipements, de même que la sécurisation foncière et l'assurance agricole. Également, des propositions sont attendues pour l'amélioration du cadre politique et législatif. On a besoin d'une prévisibilité et d'une visibilité. Il ne s'agit pas à tous les mois de revenir avec des recommandations qui remettent en cause certaines actions qui ont besoin vraiment de se construire avec froideur. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse serrer les réformes les plus pertinentes pour éviter qu'à chaque fois on en vienne à des remises en cause dans un secteur qui a besoin de se construire à partir d'investissements solides et structurants. L'élaboration de ces réformes entre en droite ligne avec le programme national du secteur rural PNSR. Ce programme veut créer l'harmonie entre les domaines de l'hydraulique, de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le PNSR se base sur les recommandations issues des journées nationales du paysan, des rencontres gouvernement secteur privé et des différentes revues sectorielles. Dans le domaine de l'hydraulique, l'agence de l'eau du Nakambe invite le grand public dans ses locaux. L'ambition est de mieux se faire connaître et surtout sensibiliser sur les idéaux sur l'eau en cours en ce moment. Rappelons que l'agence de l'eau du Nakambe a été créée pour valoriser les ressources du bassin dont il porte le nom. Étienne Bassenga. L'agence de l'eau du Nakambe ouvre ses portes au grand public. Pionnière dans l'univers des agences de l'eau au Burkina Faso, l'agence donne à voir les acquis qu'elle a engrangés en matière de gestion de la ressource eau et présente ses ambitions aux visiteurs. Nous avons organisé ces journées portes ouvertes pour permettre à l'ensemble des acteurs de venir et s'entretenir avec nous, de savoir ce que nous faisons en termes de gestion des ressources en eau, en termes de protection des ressources en eau. Justement, les gouverneurs des régions traversées par le Nakambe sont là pour voir et connaître davantage cet instrument. Du stand du musée de l'eau à celui de l'APROGI, Corneille Ouedraogo et ses collègues passent en revue les entreprises des partenaires de l'agence de l'eau du Nakambe. Là, nous sommes satisfaits parce que nous avons terminé cette visite-là par les clés, les comités locaux de l'eau, et qui sont à peu d'heures précisément pour protéger justement nos retenues d'eau. Parce que vous savez que l'eau c'est un patrimoine commun, nous devons en prendre grand soin pour nous-mêmes et pour les générations futures. Donc je crois qu'avec les sensibilisations, ils ont pris conscience et ils ont mis en place un comité qui est chargé de l'application de la feuille de route qu'ils ont élaborée eux-mêmes à l'issue de plusieurs rencontres. Alain Séverin, qui de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, lui aussi est venu voir. Au cours de sa visite, c'est cette barrique qui a le plus retenu son attention. Je dis que cette barrique, c'est des innovations comme ça que le Burkina a besoin. On voit qu'on a mis un filtre. À l'intérieur, il y a une peinture qu'ils ont mis, une peinture alimentaire. La participation active des acteurs gage une gestion durable des ressources en eau. C'est le thème de cette journée porte ouverte. Et pour permettre à un grand nombre de personnes de venir découvrir, l'initiative a été étalée sur 48 heures. Et puis la Confédération syndicale du travail du Burkina, section des Hauts-Bassins, vient de tenir sa 19e rentrée à Bobo-Dioulasso sous le thème « Syndicalisme et changement politique ». Cette rencontre devrait tirer les leçons sur la lutte syndicale et faire aussi des projections pour les actions futures. Amadou Lougué. Pour la 19e fois consécutive, le bureau régional de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, tient sa rentrée annuelle. Une rencontre pour tirer des leçons de la lutte syndicale et dresser des perspectives. Et depuis 1999, l'Union provinciale de la CGTB du Houé a décidé de dédier toutes les rentrées syndicales au regretté Aimé Nikiema.
Une façon de rendre hommage à ce militant mort le 14 novembre 1992 dans un accident de route. C'est d'abord un camarade, n'oubliez pas que c'est un grand intellectuel de ce pays qui a été directeur de l'école supérieure de droit et qui a accepté effectivement, qui a opté pour la cause de la classe ouvrière. Ça ne court pas les rues des intellectuels comme les Aimé Nikema. Et c'est pourquoi nous avons dit, un tel intellectuel qui a choisi effectivement de se suicider en tant que classe pour opter effectivement pour les intérêts de la classe ouvrière, mérite effectivement que notre jeunesse s'inspire de son expérience. Cette 19e rentrée syndicale Aimé Nikema est placée sous le thème « Syndicalisme et changement politique », un thème d'actualité selon les premiers responsables de la CITB au bassin. Il est bon effectivement de pouvoir éclairer nos militants sur quel type de changement nous voulons. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez une opposition. Cette opposition effectivement a accompagné le pouvoir actuel. Ils ont été effectivement des soldats de ce pouvoir-là. Et aujourd'hui qui parlent d'alternance. Mais au niveau de la CITB, nous parlons d'alternative. Parce qu'une alternance, pour effectivement gérer le système capitaliste, n'arrange pas du tout les travers de notre pays. Et pour nous, la question doit être posée en termes d'alternative, qui pose effectivement un problème de changement de système. Ce thème fera l'objet de débats au cours de la journée. Des débats qui vont permettre également de mieux préparer le 6e congrès ordinaire de la CGTB, prévu pour se tenir du 27 au 30 novembre prochain à Ouagadougou. Promouvoir le dialogue entre religions pour favoriser la paix sociale au Burkina, c'est une initiative du ministère en charge de l'administration territoriale et de la sécurité. Autour de la même table, le département ministériel a convié des leaders religieux à Kombisiri. Plus de précisions sur la rencontre dans ce reportage de Claudine Bikaba. Burkina Faso, le dialogue interreligieux contribue énormément à la paix sociale, a reconnu le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Et c'est en vue de consolider ce dialogue que le ministère de Jérôme Bougma a réuni les leaders religieux à Kombisiri autour d'une même table pour échanger entre autres sur la problématique de l'occupation des espaces pour les édifices de culte. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des difficultés. Pour ce qui concerne les lieux de culte et l'occupation des espaces, nous sommes souvent confrontés à des querelles pour la construction d'une mosquée, d'un temple, d'une église, etc. Il faut donc rencontrer les acteurs et poser ensemble un certain nombre de conditions de construction de ces édifices-là. L'autre aspect de l'association culturelle, et elles sont différentes des autres associations. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour affirmer leur spécificité et leur apporter également le soutien nécessaire pour leur expansion, pour qu'elles puissent exercer convenablement leur mission. Il sera aussi question pour ces participants au cours des 48 heures de réfléchir sur les préoccupations des uns et des autres et de les coucher sur un document qui fera l'objet de consensus et qui constituera un avant-projet de loi portant à réglementation culturelle des congrégations religieuses et des édifices de culte. Nous apprécions à sa juste valeur l'initiative du gouvernement de pouvoir écouter les différentes confessions religieuses de manière à ce que nous puissions avoir un code de route commun pour le bien des citoyens. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité entend ainsi s'imprégner des préoccupations de ces acteurs clés de la coexistence pacifique au Burkina afin de les aider à une meilleure participation à l'exercice de la laïcité au pays des hommes intègres. Mais dans la main, c'est contre le mariage des enfants que des associations et ONG harmonisent les positions. Malgré les avancées, ce phénomène reste encore ancré dans les pratiques avec des conséquences parfois dramatiques. Fort de ce constat, des organisations de la société civile fédèrent leurs actions. De la fédération devrait naître une coalition nationale contre le mariage des enfants. Isaïe Parkouda et Ernest Boumanébié. À travers cet atelier de mise en place de la coalition nationale contre le mariage des enfants, les organisations de la société civile entendent lutter contre le phénomène du mariage précoce. Au Burkina Faso, bien que le Code des personnes et de la famille ait fixé l'âge du mariage à 17 ans révolu pour les filles et 20 ans pour les garçons, une enquête démographique et de santé réalisée en 2003 montre que 52% des femmes se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Au niveau national, nous avons pris l'initiative de mettre en place une coalition nationale des organisations de la société civile pour unir nos forces, mutualiser nos compétences
et parler d'une même voix au niveau national pour combattre, voire éliminer le mariage des enfants. Dans cette lutte, la coalition nationale contre le mariage des enfants va bénéficier du soutien de ses partenaires que sont le Réseau mondial Filles pas épouses et du Fonds des Nations Unies pour la population, ici représenté par l'ONU-SIDA. Le partage des expériences, la facilitation, l'appui technique, cela fait partie aussi de nos appuis. Et comme vous l'avez entendu dans mon allocution, j'ai demandé que cette coalition bénéficie de l'appui et de l'accompagnement de tous les partenaires techniques et financiers. En ce qui nous concerne, UNFPA, nous travaillons déjà dans ce domaine et nous allons poursuivre. Cette lutte est aussi une priorité du gouvernement. Les conséquences qui découlent du mariage précoce sont énormes et parmi elles, la déscolarisation. Ce sketch peint la situation de Pogby, jeune élève donné en mariage le jour même de son examen. Ce phénomène, beaucoup de filles le vivent dans nos sociétés. L'offre en formation professionnelle se rapproche des populations de la région du Sud-Ouest. Le lycée professionnel de Gawa est enfin sorti de terre. L'infrastructure a même accueilli ses premiers apprenants en cette année scolaire. C'est le fruit de la collaboration entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Sur la cérémonie d'inauguration, le point de Draman Dadia. Encore un nouveau-né, fruit de la coopération entre le Burkina et la République de Chine, Taïwan. Ceci marque en effet l'inauguration officielle du lycée professionnel régional Doma Somé de Gawa, un établissement d'enseignement technique et professionnel. Comment former les élèves dans leurs compétences? Donc nous, pour le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, on va accompagner le gouvernement burkinabé de toujours travailler dans ce sens, de former les techniciens pour soutenir le développement national. Avec plus de 2,8 milliards de francs CFA investis, les compétences qui sortiront de ce lycée seront bientôt au rendez-vous du développement. Foi des acteurs, après avoir fait le tour des différentes réalisations du bâtiment administratif en passant par le bloc pédagogique puis les ateliers, ils ont pu constater de visu la qualité des équipements. Et vous voyez là un ministre des enseignements secondaires et supérieurs qui est très heureux parce que la visite que nous avons faite a montré que les différents ateliers principaux sont d'un équipement de qualité. Donc ce lycée va prioritairement former dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine aussi du génie électrique et dans le domaine de la maintenance. On a ouvert les portes en 2012 et cette année, on a un effectif d'à peu près 150 élèves, dont 18 filles. Bon, on a vraiment suffisamment d'enseignants techniques pour délivrer la formation. Dans ce livre d'or, le ministre d'État Bonyensan Arsène Yé, représentant le Premier ministre, a dit toute la satisfaction du gouvernement burkinabé d'accueillir ce joyau, un établissement qui fait aujourd'hui la fierté de la région du Sud-Ouest et de la famille de Doma Somé particulièrement. Cet intrépide guerrier, désormais immortalisé, aurait pendant 20 ans tenu le colon en échec. Le ministre de la Communication dans les locaux du Musée national. Cette autre visite s'inscrit dans le cadre de la volonté d'inculquer la culture des sorties au musée au sein des institutions. Ce sont entre autres l'objectif que s'est fixé le chef du département de la communication depuis qu'il a été fait ambassadeur du Musée national. Pour cette sortie, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été conviée. Le point de la visite guidée avec Zalissa Sanfo et Claudine Bikaba. Ce masque ne sort que la nuit. Le rencontrer serait fatal, dit-on. À son passage, le lieu est désert et personne n'ose sortir. Masque protecteur, on dit de lui un objet culturel capable de détecter et de punir les mauvaises personnes et les sorciers. Tout comme ce masque, ces objets consignés ici ont un sens culturel profond que seuls les initiés peuvent décoder. Le ministre Alain-Édouard Traoré, ambassadeur du Musée national, a invité les responsables de la Commission de l'informatique et des libertés civiles à la découverte des messages que véhiculent ces objets. Avec les nouvelles technologies, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe de par le monde et parfois on ne connaît pas suffisamment ce qu'il y a chez nous. Vous savez, un musée, c'est toute une identité, c'est toute une culture, c'est toute une anthropologie
c'est toute une histoire. Et je pense que développer un musée dans le contexte de Burkina consiste véritablement à valoriser toute notre culture. Ici, visite guidée par un connaisseur et initiateur au langage des masques. Nous avons découvert beaucoup ce soir, aussi bien au niveau des masques que du tissage, que des statues. Voilà une culture que j'ignorais. J'ai beaucoup appris ce soir du conservateur. C'est une identité que nous devons conserver. Nous devons conserver. Et la commission de l'informatique et des libertés, en tant que protecteur de données personnelles, je pense que nous allons apporter notre contribution à la conservation de cette identité. Afin d'immortaliser les passages au musée, les membres de la commission de l'informatique et des libertés ont offert aux responsables de ce musée ce présent, signe de leur contribution au rayonnement de la culture burkinabé. Son talent est reconnu hors des frontières du Burkina. L'artiste musicien Greg a été sacré meilleur espoir masculin en Afrique. Le trophée est offert par la tribune du festival Poro Award qui s'est tenu à Abidjan. Rentré au pays, l'artiste musicien dédie son trophée à tous les mélomanes. Au micro de Bouma Ernest Nebié, il témoigne sa gratitude au public burkinabé. C'est Greg le Bokimbila, artiste musicien. Dernièrement, j'étais là pour demander à toute la population burkinabé de voter pour moi parce que j'étais nominé pour un festival, Abidjan Festival en Côte d'Ivoire. Là, c'est fait, je reviens et profiter du canal de la RTB pour dire un grand merci à toute la population burkinabé d'avoir voté massivement pour moi. Voilà, donc je reviens avec le trophée. Voilà, présenté à toute la population. Je me suis retrouvé à la fin avec 19 800 et quelques voix. Vraiment, j'étais dépassé. Je ne me disais même pas que j'allais avoir peut-être 3000. Et je suis allé jusqu'à 19 000 et quelques voix, presque 20 000. Vraiment, ils ont vraiment été derrière moi, ils m'ont supporté. Vraiment, je n'ai pas assez de mots pour leur dire un grand merci. Et aussi, ce trophée, les gens souvent me demandent le prix. Mais pour moi, il n'y a pas de prix. C'est l'estime de tout un peuple, c'est l'estime de tout le Burkina et c'est l'estime de toute l'Afrique de l'Ouest. J'étais en compétition avec Serge Beno, Fous ODG du Ghana et un autre groupe ghanéen nommé le groupe Double. Voilà, donc après délibération, le jury a jugé bon de me donner ce trophée. Voilà, ben, j'ai pas pris connaissance des critères de choix, mais je me dis peut-être quand même qu'ils ont dû prendre en compte l'originalité du style. Et aussi les votes que vraiment les fans ont eu à faire en ma faveur. Voilà, c'est donc le mot de reconnaissance de Greg. Et puis, la triste nouvelle est tombée hier dans la soirée, aux environs de 17h. L'aîné Jean-Modeste Ouedraogo a été arraché à l'affection des siens et de la grande famille de la presse. Âgé de 76 ans, le regretté ingénieur de formation fut l'un des premiers responsables des services techniques de la radio-télévision du Burkina. Hormis cela, il a occupé plusieurs autres fonctions. Maxime Zongo. Né en 1937, Jean-Modeste Ouedraogo a rendu l'âme hier jeudi aux environs de 17h. Selon les témoignages de ses proches, il était la veille de son décès dans son village à Nanoro pour y rendre visite à ses parents. Visiblement en bonne santé, c'est dans l'après-midi du jeudi qu'une crise foudroyante a eu raison de lui. Depuis que la triste nouvelle est tombée, la cour mortuaire ne désemplit pas. Parents, amis, connaissances, ainsi que la communauté de la presse se succèdent pour apporter leur soutien à la famille éplorée. Ingénieur de formation, il fut le premier directeur technique de la radio-télévision de Haute-Volta. Il a également occupé d'autres hautes fonctions au sein du ministère de l'Information. Retraité il y a une vingtaine d'années, il était le président fondateur de l'Association des retraités de la communication et de l'information. La levée du corps à la morgue de l'hôpital Yaoundé Ouedraogo aura lieu le dimanche 17 novembre, suivi d'une veillée de prière à 20h à son domicile à Ouidi. L'inhumation interviendra le lundi 18 novembre à 10h au cimetière de Gounguin. Voilà, paix donc à l'âme du défunt. C'est donc une triste nouvelle qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.